Yorana et bienvenue dans Manava. Entre toutes les valeurs qui permettent de vivre en société, le respect en est un des piliers. À l'école, entre professeurs et élèves, il est indispensable et nos invités nous en parlent. J'accueille aujourd'hui Marie Goetz-Georges, qui est inspectrice de l'éducation nationale, Maude Gobin, qui est formatrice, coach en parentalité et éducation, Arina Tey Lichelet, voilà, qui est maman de 2 enfants en maternelle, et Julienne Fafatoa, qui est maman d'un fils qui est au collège et membre de l'APE. C'est ça ? C'est bien ça. Mesdames, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Marie, qu'en est-il de la valeur respect à l'école en Polynésie ? Bien, la valeur du respect est essentielle. Elle est au cœur de l'ensemble des établissements du premier ou du second degré en Polynésie. C'est quelque chose qui, je crois, interroge beaucoup les familles, les enseignants, mais aussi les enfants, les élèves, car on est tous aujourd'hui assez conscients des difficultés que peuvent rencontrer les équipes éducatives ou même les enfants entre eux en ce qui concerne le respect. On le sait notamment avec l'avènement de plans comme le plan de lutte contre le harcèlement. Alors, le respect, en fait, c'est quelque chose d'assez large et qu'on pourrait catégoriser, je pense, sous 3 grands axes de réflexion. En ce qui concerne l'école, il y a le respect de l'autre, déjà, le respect entre soi. Et puis ensuite, le respect des règles, des règlements intérieurs des écoles. Et puis ensuite, il y a le respect de la loi. Et je crois que les enfants ont besoin de repères dans tous ces règlements, dans toutes ces codifications qui font société. Et c'est quelque chose que les équipes éducatives travaillent au quotidien et qu'il faudrait encore développer, notamment avec l'éducation aux compétences psychosociales, ce qu'on appelle aujourd'hui les CPS. Et de nombreux programmes, d'ailleurs, dans ce sens, voient le jour dans nos établissements. On va en parler. Maude, en quoi consiste ton activité de coach en parentalité et éducation ? Si tu veux bien nous expliquer ça en quelques mots. Oui. Bien moi, je suis amenée à accompagner les parents dans leur chemin en fait sur la parentalité. Donc l'idée c'est de travailler sur la relation entre le parent et l'enfant. Et puis je ne travaille pas du tout sur les valeurs éducatives que les parents peuvent transmettre. Moi, je travaille avec eux sur la façon dont ils peuvent transmettre leurs valeurs éducatives. Donc, on n'est pas du tout sur une notion de jugement de ce qui se transmet du parent à l'enfant, mais sur la façon dont on va le faire. Donc, je travaille à la fois sur les besoins de l'enfant, à la fois sur la communication entre l'adulte et l'enfant. Et là, je parle aussi de l'adulte et l'enfant parce que je travaille aussi auprès des professionnels qui sont en rapport avec l'enfant sur la même chose. Et l'idée, c'est de modifier un petit peu en fait le regard qu'on peut porter sur l'enfant parce on est issu d'une éducation qui est beaucoup basée sur les rapports de force et c'est ce qu'on a tendance à reproduire avec nos enfants parce que c'est ce qu'on a connu et on sait aujourd'hui que ça porte préjudice au développement de l'enfant, ça porte préjudice à la relation parce qu'on est constamment dans des rapports de force et on n'est pour le coup absolument pas dans le respect ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans des rapports de force, on ne respecte pas les besoins de l'enfant, et l'enfant n'est pas amené à respecter l'adulte et vice-versa. Et le phare que j'ai moi, c'est qu'un enfant qui a un comportement problématique, que ce soit par rapport à son parent ou à l'école. Ton micro, si tu veux bien, pardon. Oui. Vas-y. Donc un enfant qui a un comportement problématique, que ce soit par rapport à son parent ou par rapport à l'école, par rapport à un éducateur, c'est un enfant qui a un besoin qu'on n'a pas pris en compte en fait. Il a besoin de quelque chose, il ne sait pas forcément l'exprimer. Et notre travail à nous en tant qu'adultes, c'est d'aller explorer ça pour que la relation soit plus fluide et qu'au final, l'enfant puisse finalement suivre ce qu'on lui demande de faire en termes d'éducation. Mesdames, vous avez entre 2 petites filles, un garçon, on va dire un pré-ado, un ado. Quand on entend ça, comment est-ce qu'on se situe ? Est-ce qu'en 2023, on éduque encore les enfants comme, en tout cas, les notions de respect, de valeur sont les mêmes ? Et est-ce qu'on a la même approche ? Votre expérience à vous ?
Moi, je dirais que je pourrais jamais comparer puisque j'étais pas là avant. Je pense que c'est quand même un peu différent de ce qu'on entend dire. Et on peut pas dire que c'était mieux avant, c'est mieux maintenant. C'est différent, on évolue avec ce qu'on apprend, avec les nouvelles connaissances, des choses qu'on savait pas forcément il y a quelques années, qui font que maintenant, on essaye d'éduquer nos enfants autrement que ce qui a été fait auparavant. Euh, et on se pose des questions. Déjà, rien qu'en se posant des questions tous les jours et en se remettant en question, ça fait avancer l'éducation qu'on essaie de donner à nos enfants. Julienne, avec donc toi, tu as un fils qui est au collège. Oui, donc avec le mien, donc c'est vrai qu'il est au collège actuellement. Et donc c'est pas, je dirais plutôt que ce n'est pas du tout la même éducation que nous avons avant, hein, voilà. Donc c'est vrai qu'avec l'avancée aussi, il y a l'évolution qui joue beaucoup aussi. Mais bon, il faut constamment être derrière, voilà. Je pense que le rôle du parent est de ne pas laisser l'enfant, voilà, quoi Donc qu'il en beaucoup soit, hein. d'attention et beaucoup Voilà, de... ouais. voilà. Être beaucoup à l'écoute, parce que c'est vrai qu'il demande beaucoup quand même, hein, voilà. Et il faut plutôt un bon suivi. Des fois, ce n'est pas du tout évident parce que il y a la crise d'adolescence là qui se fait aussi, mais il faut être là pour le soutenir. Donc, l'écouter, voilà, toujours être attentif à tout ce qu'il fait, voilà. Et même un peu plus peut-être, je veux dire, ne pas le lâcher. Voilà, parce qu'ils en demandent beaucoup quand même, hein. Parce que si on n'est pas à leur écoute, je pense que après, je pense qu'il y aura un problème. Ça peut être compliqué Voilà. parce qu'évidemment c'est compliqué pour tout le monde. Oui, Entre on doit être à l'écoute mais pas trop proche, oui, on doit être suffisamment distant mais être suffisamment disponible. C'est une période qui peut être assez compliquée. Les professeurs des écoles ou les professeurs du second degré, il y a toute une génération, il y a une nouvelle génération qui est là. Est-ce qu'on travaille sur ça avec eux différemment que, je dirais, les professeurs d'il y a 25 ans? Est-ce qu'il y a une évolution dans l'approche justement au rapport à l'élève et ce genre de choses? Oui, je crois de fait, puisque les élèves ne sont plus les mêmes, entre guillemets, hein. Je ne sais pas si on peut parler d'élèves différents. Je pense qu'il y a aussi une école qui accueille de plus en plus d'élèves, hein. Avant, on mettait peut-être un peu plus de côté pas mal d'enfants. Aujourd'hui, l'école C'est beaucoup plus inclusive. voilà, est inclusive. L'école accueille tous les enfants avec leurs besoins différents. Et je crois que les enseignants ont besoin d'être formés justement sur les besoins fondamentaux de l'enfant, les besoins fondamentaux de l'adolescent, hein. Il faut savoir que le cerveau ne se développe pas d'une façon homogène. Il y a des hauts, des bas au niveau de la gestion des émotions, au niveau des sens. Et c'est vrai que ça, quelque part, ça manque peut-être en formation initiale. Nos enseignants devraient être plus à même de pouvoir décoder le cerveau d'un enfant. Et je crois qu'il y a quand même malgré tout, en formation continue, pas mal d'actions qui permettent aux enseignants de se doter des outils, justement, pour répondre à ces difficultés. Je parlais tout à l'heure des compétences psychosociales. On voit apparaître maintenant des modules sur ce sujet-là à l'INSPE. On voit aussi des formations continues dans le cursus des enseignants. Donc, si ça arrive et l'école répond à cette nécessité de plus en plus. Au sein des classes, si tu as un professeur qui a 5 ans de la retraite et qui a 30 ans d'expérience et que tu vois un ou jeune professeur qui a 2-3 ans d'expérience, est-ce que tu vois une approche différente? Oui, oui, c'est flagrant. Oui. J'ai pris volontairement les Oui, deux exemples. oui, si, ça se voit. Aujourd'hui, les enseignants sont formés différemment. On a un rapport une construction d'identité professionnelle plutôt pédagogique qui était peut-être avant plutôt disciplinaire, et ça change. Et Dolto qui est passé par là peut-être. Ah non, Bon, il ne faut pas parler de Dolto. Non, pas Dolto. Pour quel type de difficultés les parents te sollicitent, Maud? Tu peux nous donner des exemples? Alors quand je dis difficultés ou approche ou sujet ou questionnement, hein, Alors en général, c'est quand ça crise à la maison. C'est-à-dire que les parents en général viennent en disant mon enfant a un ils problème. sont face à un mur et il faut trouver une solution. Voilà, mon enfant a un problème, il obéit pas, ou alors il est complètement renfermé. Dialogue rompu, ce genre de choses. Comment? Dialogue rompu. Voilà, dialogue rompu. Et souvent, le parent voit, et il est en stress du coup.
parce que en fait, son enfant a un problème et lui, il se retrouve dans une situation d'échec parce qu'il a déjà essayé plein de trucs. Alors il a essayé, la gentillesse: «Mon chéri, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien, ranger ta chambre?» et ça marche pas. Donc après il a essayé, la discipline, autoritariste, ou les menaces ou plein de choses et en fait, il se rend compte que ça marche pas et donc il va venir pour essayer de déblayer, tout ça. Et dans ce cas-là, il vient en famille, il vient avec l'enfant, Alors ça enfin dé l'enfant, on va dire mmh, l'ado, l'enfant, son enfant, on va dire. ouais. Et c'est une démarche qui se fait en famille. Alors ça dépend de la problématique. C'est-à-dire D'accord. ça dépend de la problématique, ça dépend de l'âge de l'enfant. Des ados, je peux être amenée à les recevoir, toute seule avec, enfin, je vois toujours les parents à un moment donné, mais je peux être amenée à les voir en séance, tout seul. Sinon, en fait, souvent, je finis par travailler essentiellement avec le parent. Parce que, l'idée, c'est que, bah, le parent, c'est lui qui connaît le mieux son enfant et c'est lui qui est l'éducateur de son enfant et c'est lui qui doit avoir les cartes en main pour la suite. Moi, si je fais un travail, par exemple, au niveau émotionnel avec l'enfant, bah, ça peut très bien fonctionner avec moi, sur le temps d'une heure et puis, il va se retrouver dans un contexte familial qui n'est pas du tout propice à ça et les problématiques vont réapparaître. Donc l'idée, c'est aussi d'outiller les parents par rapport par rapport à tout ça pour qu'au final, ce soit eux qui aient les cartes en main et que ça puisse fonctionner sur la durée. Comment, Arinatei, comment est-ce que tu prépares tes filles, les plus petites, justement à se sentir bien quand elles vont à l'école? Parce que on parle de respect, mais on parle de bien-être au sein de l'école et il y a quand même beaucoup d'intervenants, c'est-à-dire bien-être pour elles, bien-être avec les camarades, bien-être avec les professeurs des écoles. C'est tout un, on va dire, un microcosme qui doit évoluer ensemble. Est-ce que toi, en amont, tu les prépares, tu leur parles de choses particulières et ainsi de suite? Alors, en fait, j'essaie de lire avec les enfants, donc surtout avec les petits. C'est vrai, on lit beaucoup sur des livres sur les émotions, pour parler juste des émotions, pour essayer de voir quelles sont les situations dans lesquelles ils ressentent telles émotions. On essaye aussi de voir comment on peut améliorer des situations. S'il y a une situation conflictuelle à l'école, il faut en parler Le tout de personnel t'en suite. parle aussitôt? Le Euh, personnel de l'école, aussitôt vous euh, remonte les informations? alors, par exemple, là, en début d'année, il y a eu un petit souci. Ma fille ne voulait pas trop aller à l'école. Je lui ai parlé, j'ai essayé de voir avec elle et en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 camarades qui l'embêtaient. C'est ce qu'elle m'a dit. Je suis allée voir l'institutrice tout de suite. Elle m'a dit, il faut en parler, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour écouter. La communication s'est très bien faite. Et elle a dit aussi à ma fille qu'il fallait qu'elle n'hésite pas à venir lui parler. Donc, l'institutrice est accueillante et elle est là pour écouter et pour aider les enfants à bien se sentir à l'école. Une fois C'est encore, on est important. autour de la communication, Oui, qui est la clé c'est de tellement beaucoup de choses. important. Ouais. Oui. Et avec Juliane et avec on va dire un préado ou un ado, on réussit à, alors, ou devancer, ou essayer de, parce que moi j'appelle ça de la nitroglycérine, mais bon, est-ce qu'on réussit à, des fois, se dire, bon, je vais essayer de faire ça, et puis on va voir ce que ça va donner. On est un peu au jugé, hein, quand même. Alors, c'est vrai que le mien, il est assez, comment dire, je l'ai éduqué d'une façon assez dure quand même. Donc, il sait comment je suis, hein, voilà. Donc, ça se passe très bien. Voilà, à l'école aussi. Donc, je suis contente. Là, il vient de Donc on pourrait démarrer dire sa que tu as troisième. fait à l'ancienne, Exact. si je peux, par Oui, rapport non, à ce mais qu'on c'est disait, bien hein. ça. C'est bien ça. Ouais, ouais. Parce que j'ai quand même une éducation que je ne regrette pas du tout. Voilà. Bien sûr. Voilà. Que ben, je n'ai pas vécu avec, voilà, mes parents ne me tapaient pas. Pourquoi? Parce que dès qu'on nous disait quelque chose, oui, j'arrive. C'est automatique chez nous. Donc, je remercie mes parents. Voilà. Et c'est vrai que là, je suis en train donc, de retransmettre cette éducation à mon petit-fils. Voilà. Que je dis que c'est mon fils parce qu'il est avec moi depuis qu'il est né. Voilà. Sans regret. Voilà. Et que je ne regrette pas l'éducation que je lui ai donnée. Donc, le respect, c'est vrai que voilà, il est très respectueux. Voilà. Il y a peut-être aussi la crise d'adolescence qui joue en ce moment, parce que voilà, des fois, bon, ça fait le dur, et après, je le ramène à sa place et je le recadre. Voilà. Donc, il le sait. Il me dit, bon, pardon. Voilà. C'est tout. Moi, c'est, voilà. Et je veux qu'il partage aussi en même temps ça auprès donc, du collège, voilà, du principal, voilà, de la direction et tout, et de ses professeurs. Voilà. Et c'est vrai, j'ai les retours de ses professeurs d'école qui me disent que c'est vrai que c'est un enfant quand même qui est respectueux. Je dis, ben, il le sait, hein. Et ce n'est pas pour rien que je me suis mise donc, dans les membres de l'APE, voilà.
Je suis la vice-présidente du collège de l'API du collège de Taouni. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pour suivre mon fils, mais aussi tout le reste des enfants. Voilà. Dès qu'il y a quelque chose, donc les parents font appel donc, à l'APE. Et si on peut, c'est ce qu'on fait. Donc, on trouve toujours une solution. Ouais, Voilà, puis pour je aider. vais vous parler, Voilà. et puis on fait tous C'est pareil, hein, ça. entre parents, il y a des moments, Voilà. on a des hauts, des bas, on a envie de se parler, de se dire Oui. est-ce que tu as un truc, et puis voilà. Donc, Maud, on parlait du fils de Julienne, est-ce qu'il y a on va dire, des signes avant-coureurs? Alors, pour les plus petits, je crois qu'on le voit plus rapidement, puisque je crois qu'on est plus auprès, on est plus proche d'eux. Mais parfois, les ados, bah, ils ont besoin, ils ont plus envie de parler. Mais quels pourraient être les signes qui montrent un mal-être à l'école, par exemple? Pour un ado? Oui, pour un ado. Alors, Approche-toi de ton micro si tu veux oui. bien. L ça va être, ça peut être une influence sur les résultats scolaires. Un enfant qui fonctionnait bien à l'école et qui d'un seul Idéaliste, coup ouais. va décrocher. Ça peut être, l'adolescence, c'est un passage, enfin une époque de la vie où en fait on est en lien avec ses pairs, PAIRS, hein, c'est-à-dire les gens de son âge. Et donc un ado qui n'a pas de copains, on peut s'interroger en fait sur ce qui se joue, parce que quand l'enfant est petit, il est dans une relation d'attachement avec ses parents, donc on est C'est encore différent. sur le lien avec papa, maman, et c'est ça qui prime en fait sur la relation. Et à l'adolescence, l'attachement se change et passe horizontalement avec ses pairs, et donc il va s'identifier plus à son groupe en fait. Et donc effectivement, un adolescent qui n'a pas de groupe d'appartenance, on peut se poser la question. Après, la gestion émotionnelle à l'adolescence, C'est gros. c'est une bombe à retardement, Oui, hein, oui, c'est ça. non, mais- Un coup ça marche, un coup ça Ouais. marche pas. On dit un mot, pang, ça explose. Tiens, pourquoi aujourd'hui? Bon, c'est comme ça. Bon, ben ça, c'est le cerveau de l'ado, hein, qui est en travaux. Voilà, il y a des remaniements neuronaux là-haut qui font que ça chamboule un petit peu. Donc, on observe et puis on regarde ce qui se passe. Alors, moi, ce que j'aime bien prendre comme image, c'est que quand l'enfant est tout petit, en fait, on est aux commandes de l'avion avec lui à côté. Quand il grandit un petit peu, on lui passe les commandes, mais on est toujours dans l'avion. Et à l'adolescence, on n'a plus le droit de monter dans l'avion, en fait. Donc, par contre, il faut être là sur... Il faut continuer à entretenir l'avion. Oui. par contre. Voilà, Ouais, par ouais. contre, il faut être sur le porte-avions, parce que quand il y a une panne de quelque chose, ils reviennent quand même. Et en fait, c'est notre rôle en tant que Ouais, parent il faut leur à laisser un peu de l'adolescence. distance sans leur laisser trop de distance, mais en étant là sans être là, c'est vrai que. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de prendre des initiatives, ils ont besoin de tester cette nouvelle identité qu'ils ont, qui est le premier pas dans l'âge adulte. Et à ce moment-là, ils ont papa et maman à leur basket, ça va pas fonctionner. Donc, en même temps, quand il y a une crise, ils ont quand même besoin de savoir qu'il y a quelqu'un derrière. Et ça se construit, dès la petite enfance, en fait, la relation de confiance, la prise en compte des besoins de l'enfant, c'est tout ça, tout ce socle-là qui va faire qu'à l'adolescence, le lien sera suffisamment solide et sécure pour que l'ado, quand il se retrouve avec ses copains dans une soirée, qu'il a trop bu, qu'il a fumé, que c'est la cata, qu'il appelle quand même maman à 3 heures Ouais, du mat. il y a quand même le petit truc en haut qui dit attends, Qu'il y je ait- sais qu'ils sont là, quoi. Ouais, je sais que j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit de pas faire, mais quand même, là, je suis vraiment quand même dans une situation catastrophique, donc je vais l'appeler avant que ça n'aille trop loin. Et en fait, cette capacité-là, ça parle du lien qu'on a construit tout au long de son enfance, et ça parle de confiance, ça parle de respect, mais de respect des besoins aussi. On parlait d'éducation traditionnelle. L'éducation traditionnelle, elle est souvent basée sur les relations de force, en fait. C'est-à-dire que l'enfant, il obéit par peur, il obéit par peur de la punition, il obéit par peur de... Et c'est ce qu'on a vécu, nous, la plupart du temps. Et donc, puisque c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on reproduit aussi. Le souci, c'est que quand on a peur, Non, je suis pas sûr que ce soit peur au sens, comme l'a dit Julienne, il y a plein de parents qui ont instauré une forme de respect sans frapper, parce que quand on parle de peur, ça peut être ça aussi. Julienne l'a dit fort justement, il n'y a pas besoin de lever la main, s'ils sont respectueux, ils sont respectueux. Donc cette notion de peur, elle est peut-être Mais alors, pas du coup, liée à... il s'instaure comment, ce respect? Je pense que comme disait Julienne, c'est qu'il faut, dès le départ, il faut peut-être mettre les règles, des limites. Est-ce que c'est de la peur?
Bah, C'est la souvent le question cas. se pose en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites sur ce qu'on appelle les éducations punitives et sévères. Ça veut pas dire que les familles qui sont rentrées dans ces études-là étaient des familles qui battaient leurs enfants. Ce sont des éducations punitives et sévères, donc où on utilise la punition et la sévérité, c'est-à-dire le rapport de force et la menace. D'accord ? Et ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les violences éducatives ordinaires. Et en fait, quand on nous menace de quelque chose, eh bien, c'est la peur qui est déclenchée. Ah, d'accord, C'est-à-dire, ok. et donc, c'est dans ce sens-là. C'est pas forcément la peur, Ah, ouais. je vais m'en prendre un coup sur la tête. On n'est pas forcément dans ce rapport-là. Ont été mis en place les conseils de la vie collégienne et les conseils de la vie lycéenne. Marie, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bah justement, ce sont des espaces de parole, hein. On parlait Voilà, oui. beaucoup de communication. Je crois qu'il est essentiel que l'ensemble des partenaires éducatifs, mais surtout les élèves puissent parler. Et donc, ce sont des conseils, comme son nom l'indique, qui sont en général pilotés par les CPE et les assistants d'éducation dans les établissements, qui permettent justement de questionner ce rapport à la règle, à la loi, et puis de parler du bien-être dans les Ouais, parce que les établissements. deux vont ensemble, en fait, hein. Voilà, en fait, quand on parle de respect, je crois qu'il est important de rappeler que c'est un échange, en fait, le Exactement. respect, Oui. hein. Et le ministre de l'Éducation, d'ailleurs, l'a bien rappelé dans sa lettre de rentrée, hein. Il y est dit que les enfants doivent développer un sentiment d'appartenance à leur établissement et cet établissement doit les ressembler et les respecter. Et ce respect, il vient aussi du monde adulte, du monde des adultes, des enseignants, des parents. Et je crois que se respecter, en fait, c'est respecter les besoins de l'autre, mais que ce soit les besoins du parent, mais aussi les besoins de l'enfant. Et dans un collège, dans un lycée ou dans une école, les enfants doivent pouvoir s'exprimer sur leurs besoins et les adultes doivent pouvoir aussi exprimer leurs besoins. Et donc justement, ces conseils, c'est l'occasion de pouvoir échanger sur ce que l'on aimerait pour être bien dans l'établissement, ce qu'on aimerait faire et ce qu'on aimerait voir changer en termes de relations ou en termes d'environnement, de bâti scolaire. La Polynésie me semble quand même relativement protégée parce que on voit ce qui peut se passer à l'extérieur et ça peut être un peu dramatique et j'ai l'impression quand même il y a quand même encore cette forme de respect du professeur, cette forme de respect de l'école et il y a une forme de bienveillance quand même parce que le personnel le ressent au sein de l'éducation. Est-ce que vous ressentez quand même que les élèves sont assez apaisés? Même s'il y a des soucis, je les minore pas, mais peut-être moins qu'ailleurs. Oui, alors c'est vrai qu'on est peut-être à l'abri de troubles de société qu'on pourrait rencontrer dans d'autres pays. Cependant, voilà, comme le disait Maud, il y a une éducation quand même assez stricte en Polynésie sur le respect de l'enfant envers l'adulte, qui est quelque chose de fortement établi, et que les enfants vont de plus en plus interroger, vont aller chercher, vont aller questionner, parce que justement les modèles de l'extérieur arrivent et qu'ils ont ces repères qui viennent un petit peu perturber. Donc, ils ont besoin qu'à l'école, on redonne en fait le cadre. Être bienveillant, ça ne veut pas dire être laxiste, ça ne veut pas dire tout accepter. Mais je crois que cette idée de besoin réciproque, on peut dire à un enfant que là, il est allé trop loin parce qu'il va justement outrepasser peut-être ses droits, mais surtout, ça va venir entacher les besoins d'un adulte ou d'un camarade. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est vraiment tout le travail de l'empathie, en fait, de l'éducation à l'empathie. Julienne, je vais prendre l'exemple, on parle des réseaux sociaux et de le fameux avènement des réseaux sociaux. Est-ce que ça peut amener de positif ou de négatif? Est-ce que avec un préado ou un ado, on essaye de faire attention à ça, qu'il soit pas trop influencé ou influençable? C'est vrai qu'au début, lorsqu'il était en sixième, donc il est très influençable parce qu'il est très gentil. Voilà, donc il est très influençable, donc je le mettais toujours en garde. Voilà. Bon, maintenant, ça va mieux, je dirais. Voilà, mais je veille quand même. Voilà, parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, hein, voilà. Donc, je veille beaucoup. Mais sinon, voilà, juste un exemple. Il quitte la maison, il m'appelle. Je suis déjà au travail, hein, il m'appelle. Je quitte la maison, d'accord. Il arrive à l'école, il m'appelle. Je suis à l'école, voilà. Et vice-versa. Quand il termine l'école, il m'appelle aussi, voilà. Souvent, et moi, j'aime bien, comme ça, moi, ça me rassure également, hein, voilà. Comme ça, je sais, et ouais. Quand c'est comme ça, donc c'est bon, quoi.
Et dès qu'il y a un souci, en tout cas, je veille aussi sur Pronote. Merci, parce qu'il y a Pronote pour suivre, pour bien les suivre. Voilà. Donc, il sait constamment qu'il ne peut pas me dire non, j'ai pas cours, alors qu'il a cours. Voilà. Et il sait très bien que si jamais il y a un souci, le collège m'appelle. Et pour les plus petites, tu vas gérer ça comment? Parce que ça va arriver. Ah oui. Oh là. Ah là, oui, Ouais, et oui. je prends exemple sur les enfants et les parents autour de moi. Donc, je Parce que regarde maintenant, ce qu'elles- enfin, les jeunes parents, vous devez le prendre en considération. Oui, oui, bien Ça sûr. fait partie de votre monde Oui. et de vos enfants. Alors moi, je m'inspire de ce que je vois autour de moi, hein. Je regarde mes copines, mon entourage, ce qu'elles font, ce qu'elles mettent en place, et je me dis, bon, bah ok, dans quelques années, je vais devoir faire ça. Je suis encore un peu loin, donc je m'inspire petit à petit, et puis on verra bien au moment venu. Mais je sais qu'il faut se mettre, c'est sûr qu'il faut se mettre à jour et rester à la page, entre guillemets, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, et puis savoir et ensuite comment surveiller. La communication, encore une fois, ça reste le plus important. Par exemple, mon neveu qui avait, je crois qu'il y avait eu des choses qui circulaient sur les réseaux. Et je sais que ma belle-sœur, voilà, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a parlé, elle lui parle et les échanges, c'est le plus important, la communication. Ouais. Pour terminer, je veux bien qu'on parle un petit peu du système, enfin de ce qui a été instauré au sein de l'éducation, enfin au sein des collèges et des lycées sur le harcèlement. Oui, alors il y a un plan de lutte Juste en quelques mots, voilà, oui. contre le harcèlement. Ça va vraiment de la maternelle, même si on parle moins de harcèlement en maternelle, mais ça peut arriver, jusque voilà, au lycée. Donc ce plan de lutte contre le harcèlement vise à faire connaître aux parents ce qu'ils peuvent faire en situation de harcèlement. Donc il existe une adresse mail que les parents peuvent voilà, contacter pour pouvoir signaler. On la met en incrustation Voilà. sur l'écran. Et la première chose à faire, hein, c'est d'aller en parler tout de suite, d'aller voir soit le chef d'établissement, soit les CPE, soit la directrice d'école, soit l'enseignante, ou voilà, d'aller en parler. En fait, c'est vraiment la première chose à faire. Alors, ça, c'est en cas de besoin de remédiation, mais il y a aussi de nombreuses actions de prévention. Et ces actions de prévention vont permettre aux élèves de développer justement ce sentiment d'empathie, cette capacité innée, hein, naturelle, que l'on a tous, l'empathie, mais qu'il faut entretenir. Et puis, voilà, pour terminer, j'ai envie de dire qu'il existe un dispositif qui permet aux élèves de pouvoir prendre en considération les besoins de l'autre, notamment avec la méthode de la préoccupation partagée que nous essayons de développer sur le territoire. Eh bien voilà. Donc le mot de la fin, ça sera il faut communiquer. Mesdames, merci d'avoir pris le temps de discuter de tout ça avec nous. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission sera en replay sur le site de TNTV. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TNTV.